Comment entreprendre à l'ère du numérique? Comment entreprendre dans un pays où l'électricité est une denrée rare? Mesdames et messieurs, nous allons tenter de répondre à ces questions épineuses dans cette émission Rendez-vous du soir. Béni Moni, c'est moi, notre invité de ce soir. C'est bien le professeur Paul Omanji qui est un repère, un modèle pour la jeunesse congolaise en particulier et pour la République démocratique du Congo en général. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Madame Moni. Alors, qui est le professeur Paul Omanji? Bon, le professeur Paul Omanji, vous l'avez dit déjà, il est professeur, c'est-à-dire il est docteur en sciences de gestion des arts universitaires à Paris, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Et puis, j'enseigne dans plusieurs autres universités de la place, Université Révérend Kim, Université Cardinal Malula, Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi, mais aussi le professeur est cadre de l'administration fiscale où il est inspecteur des impôts et chef de brigade d'audit interne. Et à part ça, on a quelques autres activités de bureaux qu'on a créés pour valoriser toute la connaissance que nous avons. Alors, professeur, vous êtes congolais. L'actualité oblige la République démocratique du Congo, les léopards de la RDC, à remporter la main haute face au Soudan. Alors, quelles sont vos impressions? Bon, c'est la joie. Hein. Notre souci, c'est que les léopards aillent vers l'avant. La RDC, c'est un grand pays. Nous ne méritons pas d'être éliminés aux éliminatoires, si je peux dire ça. Nous ne méritons pas les huitièmes de finale, nous ne méritons pas les quarts de finale. En tout cas, au regard de la RDC, moi, j'ai toujours dit notre place, c'est en finale ou en demi-finale. Et du coup, comme on a gagné le match, allez-y les léopards jusqu'en finale. Voilà, ouais. Allez-y les léopards jusqu'en finale. Tel est le souhait du professeur Paul Omanji. Alors, professeur, vous êtes professeur de l'université. Avec vous, c'est plus la science. Alors, nous voudrions comprendre un peu qu'est-ce qu'on attend de l'entrepreneuriat. Bon, l'entrepreneuriat, si on veut définir de manière beaucoup plus compréhensible, c'est dans les deux aspects. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une entreprise, c'est-à-dire faire exister une entreprise qui n'existait pas. Et l'entreprise de quoi? C'est une unité de production des biens et services destinés au marché. Donc l'entrepreneuriat, c'est créer une activité qui finit elle-même par créer de la richesse. Ou ce qu'on dit en termes clairs, de la valeur. Et si on ajoute de la valeur ajoutée, c'est-à-dire j'apporte quelque chose de plus dans l'économie du pays. C'est ça un entrepreneur. On ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas créé une entreprise. On ne peut pas non plus être entrepreneur si on a créé une entreprise qui n'a pas apporté la valeur ajoutée dans l'économie. Je donne un exemple. Faire une entreprise criminelle, c'est aussi c'est créer une entreprise. Ouais, quelqu'un qui se dit, moi, voilà, je vais commencer à tuer les gens, voilà. Ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. Parce que l'activité criminelle n'apporte pas la valeur ajoutée dans l'économie. Par contre, c'est une activité répréhensible, condamnable, vous voyez. Mais quelqu'un qui dit, je crée une boulangerie, voilà, il va vendre des pains, il va gagner les bénéfices, il va permettre en sorte que les gens qui achètent les pains se retrouvent aussi parce qu'ils vont consommer ces pains. C'est ça l'entrepreneuriat. Le deuxième volet, c'est que vous avez aussi les gens qui ont des capacités d'innovation, de transformation, mais qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. Je donne un exemple. Il n'a pas créé son entreprise, mais il a des idées qu'il peut mettre à la disposition d'une entreprise. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, je travaille, vous êtes là, vous êtes ici, et du coup, vous apportez des idées, des innovations qui transforment cette entreprise. Ben, vous êtes aussi entrepreneur interne, donc intrapreneur. C'est aussi la capacité de développer les aptitudes et les compétences. Un entrepreneur n'est entrepreneur que quand il sait développer tout ce qu'il a en lui, ouais, pour arriver à atteindre son but. Alors, dans ce sens-là, les personnes intelligentes, les personnes qui ont des capacités d'atteindre les objectifs, c'est des personnes qu'on peut appeler aussi des entrepreneurs, pour ne pas dire des entreprenantes. C'est-à-dire des gens qui ont cette capacité-là
de concevoir. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils disent, bon, moi je vais pas mourir, hein. Je ne vais pas mourir, donc il me faut faire quelque chose dans la vie. Même si ça ne sera pas des grands, mais au moins je sais me battre. Ces gens-là sont des entrepreneurs, en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a des concepts qui semblent un peu être flous, surtout dans la jeunesse congolaise. Alors, y a-t-il une différence entre entrepreneur et investisseur? Bon, je dirais que, en quelque sorte, tout investisseur est entrepreneur. Okay. Parce qu'investir, c'est affecter les moyens vers une cause. Par exemple, si je vais créer une entreprise, je vais mettre en jeu des capitaux. Je vais mettre en jeu le moyen. Donc, je suis investisseur. Mais le problème, c'est qu'il y a des investisseurs qui ne créent pas d'entreprise, qui peuvent prêter l'argent aux entrepreneurs. C'est-à-dire comme les banques, hein. Vous voyez, les banques investissent. C'est-à-dire vous avez des idées, vous voulez créer une entreprise, mais vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller chez un investisseur. Il peut mettre ses moyens à votre disposition. Donc l'entrepreneur, c'est un investisseur qui met peut-être ses propres moyens à sa disposition. Ou il est allé chercher auprès d'une banque, ou il est allé... Alors, les formes de financement, maintenant, si je peux dire, parce que investir, financer, on finance un investissement. Donc, le financement des investissements, ça peut revêtir plusieurs formes. Soit je vous prête mon argent, tu crées ton entreprise et puis tu me rembourses mon argent avec les intérêts. Soit j'accepte d'être associé avec vous, c'est-à-dire l'idée c'est toi, mais tu n'as pas de moyens, moi j'apporte le moyen, nous nous associons. En ce moment, si nous associons, c'est-à-dire nous gérons ensemble, qu'il y ait perte au bénéfice. Nous sommes solidaires. Vous voyez, moi je viens, voilà. Ou bien je peux être un investisseur obligataire, il y a plusieurs formes, c'est-à-dire je te donne mon argent, je suis avec toi, mais perte ou pas, en tout cas, toi tu dois me rembourser mon argent. Donc en bref, l'investisseur vient avec les moyens. L'entrepreneur, lui, c'est celui qui crée. Mais on peut être à la fois entrepreneur et investisseur. Ouais, alors, professeur, aujourd'hui, surtout dans la jeunesse congolaise, tout le monde veut être entrepreneur. On dort, on se réveille un bon matin, puisque voilà, on fait un truc là et on s'est dit, on s'appelle justement entrepreneur. Alors, c'est quoi les profils ou quel est les profils de l'entrepreneur? Bon, par contre, si je peux dire, je m'accrocher à votre parole, tout le monde veut être entrepreneur. Voilà. Cela me ramène à dire quel type d'entrepreneur. Voilà, c'est ça au fait la différence. Je fais partie de cette école-là, des gens qui pensent que la pensée précède l'action. Ok, c'est-à-dire si je crée mon entreprise, comme je l'ai dit, c'est dans le but d'apporter une valeur ajoutée dans l'économie. Vous voyez, bon, ce n'est pas le matin, si je me réveille, je vais me poster dans un coin, je n'ai pas de quoi manger, je dérange un peu les gens, je transporte peut-être votre sac, je vous accompagne et puis vous me payez quelque chose. Après demain, je reviens encore là-bas, je garde votre parking, voilà, vous travaillez, moi je suis là et puis vous me donnez 1000 francs et puis je me dis voilà, je suis entrepreneur. En fait, c'est ce que nous vivons à Kinshasa, ce que nous vivons en RDC. C'est-à-dire les gens se battent pour vivre. Ouais. Et nous, en science, on les appelle des entrepreneurs de survie. C'est-à-dire quelqu'un qui a créé peut-être une entreprise, mais le souci seulement, c'est de ne pas mourir de faim. C'est pas mourir de faim, c'est-à-dire, c'est des débrouillards. Voilà, vous voyez, chez nous, on parle même de l'article 15. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Mais le vrai entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur d'opportunité, c'est celui qui fait une entreprise qui a une valeur ajoutée. Donc ça commence d'abord par sa tête, parce qu'on ne peut pas dire que un Chaïr ne peut pas devenir grand entrepreneur. On a plusieurs témoignages au Congo où les gens ont commencé à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. J'ai créé à partir de rien, mais 10 ans après, c'est un grand métier. C'est un grand métier, mais tout dépend de la façon dont, de la vision que vous avez. Mais le vrai entrepreneur, c'est celui qui apporte une valeur ajoutée dans l'économie. Maintenant, le profil, moi, je commencerai d'abord par ce qu'il a dans la tête. Voilà. Quel est son mode de pensée? Vous voyez, les étudiants, par exemple, se disent, moi, pour payer mes études, voilà, je me débrouille. Donc, son entrepreneuriat, c'est un entrepreneur de survie. Si je peux payer mes minervales, je suis en l'aise. Mais si quelqu'un dit, moi, je fais ça aujourd'hui, mais revenez dans 5 ans, vous verrez ce que je suis, ce qu'il a une vision de croissance,
de son entreprise. Donc le profil est plus d'abord dans la tête. Quel est le mode de pensée que vous avez? Et puis du coup, maintenant, il y a des conditions. Ouais, c'est pas moi, tu es mécanicien, tu vas aller créer une polyclinique, tu n'es pas médecin, tu vois. C'est incompatible. Voilà. Dans un moment, il faut voir la compatibilité. Ouais. Voilà, toi, tu es journaliste, tu peux créer un organe de presse. Il faut que ce que tu fais quand même soit compatible à ta propre situation. Voilà, tu ne peux pas te dire non plus, tu es né d'une famille, c'est pas moi pauvre, tout ça, et puis tu dis, voilà, je vais investir dans l'immobilier, acheter des maisons à Gombe, et puis construire. Non, on commence avec quelque chose qui est compatible avec votre situation, votre vision et vos moyens. Et après, ça peut exploser, quoi. Alors, vous êtes professeur à l'université, vous êtes un modèle, vous êtes un repère pour la jeunesse congolaise. Alors, nous voudrions savoir comment est-ce que vous accompagnez la jeunesse congolaise vraiment dans les domaines de l'entrepreneuriat. Bon, moi, d'abord, je donne ces cours d'entrepreneuriat que je vais de plus en plus pratiques. C'est-à-dire quand je l'enseigne, je donne d'abord aux étudiants des travaux pratiques, parce que je ne peux pas enseigner la théorie et s'y limiter là-bas. C'est vrai à l'université, l'université est faite pour vous donner cours et puis vous donner les points. Mais ce n'est pas parce que tu as fait 18 sur 20 dans un cours d'entrepreneuriat que du coup tu es un bon entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu es capable de répondre aux questions que je vous ai posées? Tu peux expliquer, tu as 18 sur 20. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire, si tu m'as suivi, si tu veux créer une entreprise, je vous donne tous les outils nécessaires. C'est à vous de jouer. Et moi, dans ma philosophie, c'est de dire, à l'université, on enseigne la théorie, mais aussi la pratique. Mais c'est d'amener l'étudiant, parce que c'est rare dans les recherches, de voir un étudiant qui crée l'entreprise à partir de l'université. Souvent, c'est quand il termine qu'il se dit, bon, voilà, j'ai fini, je peux... Mais il y en a d'autres qui le font, bien sûr, à partir de l'université. Donc, notre mission, c'est d'abord donner cette théorie, c'est développer la culture entrepreneuriale et faire en sorte que si vous avez même 100 dans un environnement comme le nôtre en RDC, où il y a encore le chômage, que vous ayez ne fût-ce que 80 ou 70 qui se disent, moi en tout cas, je suis prêt à monter mon affaire. Donc notre contribution, c'est à ce niveau-là. Et généralement, l'esprit entrepreneur peut se réveiller plus tard. Et la personne prend conscience. Parce que ce qu'on intériorise dans sa pensée peut ne pas s'exécuter immédiatement. Mais on s'en souvient toujours. C'est comme un enfant qui dirait, ah, mon père de mon vivant me disait ça, bon voilà. Après, il a oublié, mais un jour, il s'en rappellera quelque part. Maintenant, du coup, celui qui a pris cette décision, notre mission, c'est de l'accompagner. Voilà. Oui, de l'accompagner, de l'aider à avancer. Il sait déjà où il peut s'adresser, qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est pour cela que personnellement, j'ai tout un bureau pour accompagner les jeunes qui veulent travailler dans ces domaines. Alors sans rien demander, ou il y a des frais qu'il faudrait payer, il faudrait remplir des fiches, il faudrait faire tout ça là, ou bon, justement vous, en fait, généralement l'encadrement ou l'accompagnement des jeunes, je parle de cadre d'université, n'est pas encore bien organisé en République démocratique du Congo. C'est-à-dire l'université en relation avec le ministère, l'université en relation avec les bailleurs de fonds, c'est pas encore bien défini. Ouais, parce que les professeurs, normalement, ils travaillent pour être rémunérés, mais vous allez demander à un étudiant qui vous accompagne de vous payer, c'est pas évident. C'est pas évident. Sous d'autres cieux, vous faites un travail en quelque sorte bénévole auprès des étudiants, mais vos interventions sont financées, soit par les pouvoirs publics, soit par des institutions spécialisées. Mais demander à un étudiant de payer un professeur comme moi pour l'accompagner, ce n'est pas évident. Donc l'accompagnement doit se faire de manière gratuite, mais en tant que scientifique ou à tous les temps que vous mettez en place, il faut qu'il y ait un bailleur de fonds. Voilà, nous on a des équipements, on a des ordinateurs, mais jusque-là, si vous n'êtes pas appuyé financièrement, eh bien vous allez même manquer de l'encre pour mettre dans les photocopies. Alors, dans un pays où l'électricité est une denrée rare, cher professeur, comment entreprendre à l'ère du numérique? Bon, l'entrepreneuriat numérique, c'est un concept qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire, je crée l'entreprise, où je développe une affaire en utilisant le numérique. Et aujourd'hui, dans le monde, même dans notre contexte, ça peut être
le moyen le plus rapide. Parce que créer une entreprise virtuelle et créer une entreprise physique comme ça, on va vous demander le numéro impôt, vous allez demander le registre commercial, vous devez trouver un local, vous devez louer ce local-là, et vous devez, c'est pas moi, mais l'entrepreneur numérique, lui, même par son téléphone, il a créé son entreprise. Par son téléphone, il a créé son entreprise. Du coup, dans un contexte de précarité, dans un contexte de pauvreté, je crois que l'entrepreneur numérique peut constituer une opportunité pour les jeunes. Ouais, qui créent des boutiques en ligne, tout ça. Mais évidemment, maintenant, l'électricité peut poser problème, mais moi j'évoquerai plus le problème de l'Internet. Ouais, parce que quand vous avez votre Internet, ça peut déjà... Maintenant, du coup, l'électricité, c'est vous avez une entreprise industrielle, vous voulez produire, bon, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. Mais l'entrepreneur numérique, c'est des gens qui créent des entreprises en utilisant la technologie numérique. Et aujourd'hui, le monde est devenu un grand pays, donc un grand village, j'allais dire. Donc je peux être ici, je vends aux États-Unis, je vends, vous voyez vous-même maintenant, même la musique, ce n'est plus, on ne marche plus avec les CD, tout ça, voilà. Maintenant, il faut avoir des jeunes qui ont la capacité de manipuler le numérique. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont cette facilité que n'ont pas eu leur papa. Parce qu'un vieux papa, une vieille maman, quand lui donnait un téléphone, c'est formez-moi les numéros, j'appelle. Mais les jeunes ont la facilité d'utiliser autrement son téléphone. Et ça peut déjà être un investissement pour lui. Mais est-ce que tout le monde voit les choses de la même manière? C'est ça la question. Alors, vous encadrez le jeune, vous encadrez les étudiants, vous encadrez le futur cadre du pays, de la République. Alors, lorsque vous regardez cette jeunesse, quel avenir? Surtout plus dans les domaines de l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Bon, je peux dire en général, toute la jeunesse, c'est le dynamisme. Toute la jeunesse, c'est le dynamisme. Quand je regarde seulement, madame, aller dans les fêtes de mariage, regardez comment les jeunes s'organisent pour faire plaisir à leurs amis, comment ils dansent, vous voyez, aller dans les deuils, regardez comment ils s'organisent pour peut-être rendre honneur à leurs, voilà, à leurs amis ou parents, aller dans les matchs, regarder l'ambiance qu'ils créent quand ils sont dans les terrains de football. Donc, bref, la jeunesse, c'est le dynamisme. Quand on a l'âge là de jeunesse, on est dynamique. Tout dépend de la manière dont on encadre ces jeunes-là. Ouais, c'est ça les grands problèmes. L'homme ne peut rendre que ce qu'on lui a donné. Le problème de l'entrepreneuriat, en principe, les recherches ont démontré que si la personne n'a pas de modèle, si la personne n'a pas de repères, c'est difficile qu'elle réussisse. Si tout le monde adore la musique, c'est parce que nous avons des musiciens modèles. Oui, les gens s'appellent, se collent des noms, je suis ceci, je suis cela, parce qu'il y a des modèles. Si tout le monde adore le football, parce qu'il y a des footballeurs modèles. Mais au Congo, on a perdu des millionnaires modèles. Oui, on ne voit plus de millionnaires modèles. On voit des Libanais, on voit des Indiens, tout ça. Du coup, dans la tête, c'est même dans la famille, si vous venez d'une famille où personne n'a fait les affaires. Vous voyez, personne ne s'est enrichi. Parfois, vous-même, vous interrogez déjà l'esprit de pauvreté. Parce que vous n'avez aucun repère, aucune référence. C'est ce qui fait parfois que le fils de pasteur devienne aussi pasteur, le fils de professeur devient aussi professeur. Parce qu'il a un repère, il a un modèle. Ce qui manque au Congo, c'est ces modèles-là, que nous sommes en train de perdre petit à petit. Bon, tout le monde maintenant bascule dans la vie politique, honorable, parce qu'on pense que la meilleure façon de vivre au Congo, c'est d'être politicien. Il faut que nous rentrions à ce niveau-là, de donner aux jeunes un modèle. Même nous qui enseignons, parfois, si vous n'avez pas, on a parfois des sortes de professeurs. Hein. On a un professeur peut-être qui, à part d'être professeur, il a d'autres occupations, et il vient enseigner, il a un véhicule, il aspire un peu l'aisance. Ouais, on a d'autres qui ne vivent que de ça. Voyez, et puis du coup, quand l'étudiant les regarde, il faut, ah, mais ça, c'est ça vraiment être professeur. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais en général, les jeunes sont dynamiques. Ils ont besoin seulement d'un modèle à suivre. Et si ce modèle est organisé, tout ira bien. On n'a jamais un dynamisme qu'auprès des jeunes. Et dans un pays comme la RDC, on a plus de 60% des jeunes
Ça, c'est vraiment une richesse de la République démocratique du Congo. Et vous êtes un modèle, vous êtes un repère, vous êtes un modèle pour cette jeunesse. Je ne peux pas m'en vanter, c'est parce que pour être modèle, il faut que quelqu'un dise que voilà, c'est toi modèle, mais je peux dire que beaucoup m'appellent coach, maître, tout ça, voilà. Commence par soi-même, on peut parler de soi ça, au moment justement, où on est et en sûr tant qu'on est qu'enseignant, je développe des principes à moi. Okay. Je développe des principes à moi qui peut faire en sorte que les étudiants qui me regardent disent voilà, ça c'est un modèle, parce que l'enseignant ne se limite pas seulement d'enseigner, mais même sa façon de s'habiller, d'être, ça communique un message, et nous faisons un effort dans ce sens-là. Alors, professeur, une question qui m'est venue. À quel âge doit-on entreprendre? Bon, à quel âge? Les études ont démontré, moi-même j'ai fait des études là-dessus. J'ai fait une sélection de 409 dirigeants de PME et j'ai posé la question quel était leur état civil. La quasi-totalité, c'était de mariés. C'était de mariés. Déjà, je me suis dit, au Congo, avec toute la souffrance que nous avons, quand quelqu'un veut se marier, c'est parfois après 30 ans. Oui, voilà, c'est après 30 ans, ouais. Donc, ils avaient une moyenne de 35 ans, tout ça. Je me suis dit, c'est qu'à l'université, les étudiants qui terminent à 25 ans, 26 ans, c'est difficile de les voir entrepreneurs. Je ne parle pas d'entrepreneuriat de survie, c'est des débrouillardaires. Mais c'est après qu'ils prennent conscience, qu'ils s'installent réellement. Donc, il n'y a pas un âge précis pour être entrepreneur. Quand vous êtes déjà majeur, 18 ans, vous pouvez faire des grandes choses. Mais l'expérience personnelle avec les études que j'ai menées, j'ai senti que les vrais entrepreneurs, c'est ceux-là qui ont dépassé la trentaine d'âge, qui ont réussi à installer les entreprises de manière pérenne et en même temps se marier aussi. Parce que généralement dans les comportements des jeunes Congolais, la priorité c'est d'abord se marier. C'est-à-dire quand il a un peu de moyens, ils cherchent d'abord à se stabiliser, mais après maintenant ils pensent à autre chose. Voilà. Alors,